Contribuez à la réussite des élèves au Centre de services scolaires de Montréal. Découvrez nos offres d'emploi en enseignement, orthophonie, psychoéducation, éducation spécialisée ainsi qu'en services de garde et soutien à la classe sur cssdm.ca/emploi. Rejoignez-nous pour faire la différence. Bonne écoute. Nous sommes le lundi 5 mai. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Peut-être avez-vous pu profiter, si c'était le cas chez vous, du beau temps de la fin de semaine en général, particulièrement de la journée d'hier. On sentait un peu, on sentait le mois de mai en tout cas. On sentait que l'été approche. On va revenir sur les prévisions de la météo, sur ce qui nous attend, sur ce qui vous attend chez vous au cours de la semaine, dans les prochains jours. On va se parler aussi de recyclage. Vous savez, Consigne Action, qui est maintenant en charge du recyclage au Québec, avait des problèmes à déployer son réseau, ses différents sites pour qu'on puisse justement rapporter les bouteilles notamment qui sont consignées. Et bien là, Radio-Canada a appris que l'organisme a trouvé un nouveau bailleur de fonds pour continuer d'étendre son réseau. C'est mon collègue Jean-Philippe Robillard qui sera avec nous un peu plus tard. Sinon, ça va être une grosse semaine sur le plan politique. Mark Carney, le premier ministre canadien, qui s'envole aujourd'hui en fin de journée à Washington. Il ira rencontrer demain le président Donald Trump. Vincent Maisonneuve est déjà à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. On va revenir là-dessus. Puis aussi sur cette nouvelle, on a appris ça hier en fin de journée. Il y aura des tarifs d'imposer sur le cinéma qui n'est pas produit, pas à Hollywood, mais en tout cas, le cinéma qui n'est pas produit aux États-Unis va être ciblé par des tarifs. Oui, les productions qui sont réalisées à l'extérieur du territoire américain vont être frappées de tarifs douaniers de 100%. Ce qui inquiète évidemment l'industrie ici et ça fera sans doute partie d'un autre sujet de discussion entre le premier ministre Mark Carney et le président américain Donald Trump. C'est quand même gros pour le Canada. 75% des productions, je ne pensais pas que c'était si élevé, 75% des productions, on parle des films, des séries télé, des émissions de télé qui sont produites au Canada, c'est des séries ou des films américains. Donc, c'est un gros morceau. L'expertise qui est souvent bâtie par notre propre star system, si vous me permettez l'expression, et qui est appréciée des producteurs américains, c'est Toronto qui arrive en tête des villes où les réalisateurs aiment le plus filmer des films, quand même. Et à chaque fois, évidemment, ça veut dire plusieurs emplois qui sont reliés, bien sûr, à ces méga productions. Alors, on y revient dans les prochaines minutes. Parlons de météo. Tiens, Véro. Bonjour d'abord. Bonjour, Mathieu. Oui, il fallait en profiter hier. Ah, c'était beau. C'était beau. Ça va être encore beau aujourd'hui? Oui, quand même. Bon. On commence la semaine de belle façon. Toujours du 19 à 21 au thermomètre. C'est ce qu'on avait hier, donc on ne change pas de cap. Le soleil est un petit peu plus discret cet après-midi, cependant, surtout là, pour les régions de l'Outaouais, secteur des Laurentides, Montréal. Ça va devenir variable. Québec, ça restera quand même assez ensoleillé une bonne partie de la journée. Alors, sud, centre de la province, là, beau temps, beau lundi, 20-21 degrés. Ce soir, on pourrait commencer à avoir quelques précipitations. Températures qui vont demeurer quand même autour de 10-12 degrés. Et demain, malgré les averses, 19 à 21 toujours. Donc, on maintient les températures quand même au rendez-vous là, en début de semaine. Ce sera un petit peu plus frais vers la fin de la semaine. La normale, c'est 17. On va glisser un petit peu en dessous de ça vers la fin de la semaine, mais on retrouvera le soleil. Parce qu'à partir de demain, c'est le gros système qui a généré de la pluie aux États-Unis pendant la fin de semaine qui débloque. Et là, on aura quelques averses. Essentiellement, demain matin, en après-midi, on aura quelques éclaircies. Et mercredi, on aura à nouveau quelques averses. Risque d'orage en après-midi, mais toujours du 18-20 degrés au thermomètre. Au total, 10-15 mm à peu près sur les régions plus au sud, c'est ce qu'on aura. On va profiter d'une super belle journée aussi vers l'Abitibi. La vingtaine de degrés sous le soleil aujourd'hui. Ça va s'ennuager ce soir seulement. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord sous le soleil également. Sur la Côte-Nord, un petit peu plus frais. On est légèrement sous la barre du 10 degrés, mais sinon, c'est du 11 à 14. Les nuages arrivent ce soir. Demain, ce sera assez couvert et les précipitations commenceront surtout demain soir pour les régions de l'Est du Québec. En territoire ontarien,
Beau temps. Toronto, Windsor, on est cependant sous les nuages avec quelques averses et orages qui vont se tailler une place cet après-midi. Le soleil, c'est surtout sur la portion nord, 16-17 degrés dans l'ensemble. Jusqu'à 19 à Ottawa avec une tendance à l'ennuagement. Pas d'averses avant ce soir. Et dans l'ouest, on peut dire que le beau temps se poursuit à Vancouver, 16-20 degrés aujourd'hui. Edmonton et Calgary, 15-16 sous le soleil. Regina, on a quelques averses. Ce sera nuageux cet après-midi, 14, mais on a goûté à la chaleur dans les prairies en fin de semaine. Saskatoon, premier 30 degrés de la saison samedi. C'est quand même assez hâtif. D'habitude, ça arrive vers le 23 juin. Donc là, on y a déjà goûté et ça se répercute sur le sud du Manitoba aujourd'hui. 29 à Winnipeg, un peu venteux, mais 29 degrés sous le soleil. Donc, il y a quand même pas mal de chaleur dans les prairies. Souvent, quand il fait chaud dans les prairies, c'est plus frais sur le sud du Québec. C'est ce qu'on verra vers la fin de la semaine. Et la chaleur va s'infiltrer encore une fois chez nous, mais dans les régions plus au nord. Ouest-Kaganich, demain, 10-15 degrés au-dessus des normales. Aïe, aïe, aïe. Alors, encore une fois, on voit la tendance du nord qui se réchauffe assez rapidement. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Pionk walks the line, wristed through traffic. He scores! Jets win! Jets win! Jets win! Si vous ne l'aviez pas compris, les Jets ont gagné hier. 3 fois plutôt qu'une. 29 degrés à Winnipeg, nous disait Véronique. C'est peut-être pas une température de hockey, mais certainement que les amateurs vont peut-être sortir les téléviseurs dehors, se rassembler à l'extérieur, parce que c'est fait, les Jets ont vaincu les Blues et quel match. Il faisait probablement plus chaud que ça dans à l'amphithéâtre l'intérieur, hier. C'est ça. Après ces 2 périodes de prolongation entre les Jets et les Blues de Saint-Louis, match ultime hier, match numéro 7, qui a été mené dans l'ensemble par les Blues de Saint-Louis, qui se sont rendus jusqu'en toute fin de match avec une avance de 3-1. Et il aura fallu moins de 2 minutes au match pour que les Jets de Winnipeg forcent la prolongation. 2 buts marqués à 6-5 avec le gardien qui était au banc. Et tout ça pour pousser les 2 équipes en prolongation. Et encore une fois, la soirée était longue, très longue. Il a fallu attendre la 2e période de prolongation pour voir le capitaine des Jets de Winnipeg, Adam Laurie, y aller d'une déviation pour battre justement Jordan Binnington et donc filer avec la victoire. Qu'est-ce qu'ils ont eu chaud, les Jets de Winnipeg, dans le match d'hier. Et vous avez entendu le commentateur, c'est extraordinaire. Là. La première équipe de la Ligue nationale qui a été menacée par les Blues, qui ont connu une excellente fin de saison, mais ils n'ont pas cassé dans le match d'hier. Et donc, les Jets de Winnipeg qui affronteront les Stars de Dallas au 2e tour, en leur souhaitant peut-être ne pas aller à se rendre jusqu'au 7e match de 1 et de ne pas attendre aussi une 2e période de prolongation pour se qualifier pour le prochain tour. Mais ça a été, donc, somme toute, une soirée exceptionnelle. Et d'ailleurs, ce soir, ce sera le début de ce 2e tour des séries éliminatoires. On sera dans l'Est ce soir. Les champions en titre de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride, affronteront les Maple Leafs de Toronto qui, eux, ont sorti au premier tour les Sénateurs d'Ottawa en 6 matchs. Donc, une belle série qui prendra son envol ce soir. Puis sinon, demain, il y aura 2 matchs et 1-2 impliquera les Oilers d'Edmonton. Donc, entrée en scène pour les Oilers dans ce 2e tour contre les Golden Knights de Vegas. Série de fin de saison aussi dans la LPHF, le hockey féminin. La victoire de Montréal, c'est particulier cette façon de faire-là à la LPHF. L'équipe, donc, choisit son adversaire et ce sera la Charge d'Ottawa. Exactement. La victoire de Montréal qui jouait son tout dernier match cette fin de semaine contre New York. Victoire contre New York. Donc, de ce fait, elles confirmaient leur place au tout premier rang dans le classement. Et donc, effectivement, elles avaient donc le choix entre 2 équipes. C'est le Frost ou la Charge. Exactement. La Charge d'Ottawa et le Frost du Minnesota qui avaient le même nombre de points, mais donc le nombre de victoires en temps réglementaire avait donc fait que Ottawa était 3e et Minnesota 4e. Et Montréal, d'après l'affiche cette saison, a décidé d'y aller avec la Charge d'Ottawa pour cette série au premier tour. Quand on regarde aussi le bilan cette saison, c'était 4 victoires en 6 matchs contre la Charge d'Ottawa. Donc, dans les pour et les contre, dans le tableau là, qui a été fait par les dirigeantes de la victoire de Montréal, on a décidé d'y aller ainsi. Et donc, ce premier tour qui sera disputé contre Ottawa. Des séries qui seront suivies toujours à Laval, d'ailleurs, les matchs qui sont disputés à la Place Belle. Donc, on a des séries avec les espoirs du Canadien de Montréal, le Club École, le Rocket de Laval et la Victoire de Montréal qui se disputeront d'ailleurs ces séries. Donc, un printemps très chargé pour les amateurs. Du bon hockey de fin de saison, ça marche. Hein? OK, merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Alors,
Alors, Mark Carney, le premier ministre canadien, va quitter Ottawa pour Washington en fin de journée plus tard aujourd'hui pour aller rencontrer le président américain Donald Trump. Donc, c'est un point de départ pour les négociations entre ces deux pays. On a entendu dans une entrevue diffusée hier sur le réseau NBC à l'émission Meet the Press, le président américain qui a encore parlé de son idée de faire du Canada le 51e État, américain. Vincent, donc, il sera question, bien sûr, de tarifs d'industrie automobile, des tarifs qui seraient là même pour toujours, à comprendre ce que disait le président américain hier. Oui, c'est ce que le président a dit. Le président qui affirme que déjà, il y a des entreprises comme Toyota, Stellantis, Ford qui cherchent à transférer leur production aux États-Unis. On écoute tout de suite ce que ça donne. If somebody thought they were going to come off the table, why would they build in the United States? Donc, il admet du même souffle que sans ces tarifs-là, si ces tarifs sortent de la table, excusez-moi la traduction littérale, mais les géants de l'auto ne seraient peut-être pas aussi motivés à déménager leur production vers les États-Unis. La question du 51e État a été posée au président américain. Il a dit pas besoin d'avoir recours à la force, mais il considère que c'est une très bonne idée quand même parce que les États-Unis n'ont pas nécessairement besoin du Canada. I always talk about that. You know why? We don't need their cars. In fact, we don't want their cars. We don't need their energy. We don't even want their energy. We have more than they do. Donc, pas besoin de leur voiture, pas besoin de leur énergie. On en a plus qu'eux. Pas besoin de leur bois non plus. En fait, il est parti sur ça pendant un petit bout de temps, mais très courtois à l'égard de Mark Carney. Il l'appelle le premier ministre. Mais quand il a fait référence à Justin Trudeau, il a parlé du gouverneur Trudeau. Donc, on voit qu'il y a il le trouve très gentil, Mark Carney. Il y a une certaine courtoisie à son égard. Ce serait intéressant de voir cette rencontre, effectivement, demain, mais on voit que dans le discours du président américain, même s'il parle d'un premier ministre et non pas d'un gouverneur, les idées restent les mêmes. Le 51e État, on n'a pas besoin du Canada, etc. Et puis tard hier soir, avant même le début donc des pourparlers, le président s'en est pris à une industrie importante au pays, l'industrie du cinéma. Vincent, Donald Trump a annoncé l'application de droits de douane, donc de 100%. Ça, c'est pour les films qui vont être produits à l'extérieur des États-Unis. Puis on sait évidemment que le Canada, c'est un endroit où il y a pas mal de production américaine. Exactement. C'est un message publié sur son média social dans lequel il déplore la prétendue mort de l'industrie cinématographique américaine à cause de mesures incitatives offertes par d'autres pays pour attirer des réalisateurs, attirer des studios. Il écrit « L'industrie américaine est en train de mourir à vue d'œil. Il s'agit d'un effort concerté par d'autres nations. » Il parle de propagande, de menaces à la sécurité nationale. Président qui affirme avoir autorisé les agences fédérales compétentes comme le département du commerce pour mettre en œuvre immédiatement le processus de prélèvement de droits de douane de 100% sur les films produits à l'étranger. Après cette publication, le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a répondu par une autre publication sur les réseaux sociaux en affirmant qu'on est sur le coup, Monsieur le Président. Donc, c'est un peu comme ça que les ordres et les réponses se donnent maintenant là, par voie de message sur les réseaux sociaux. Ouais. Parlons de cette annonce qui, est bien sûr, a été reçue ici comme un coup de massue. Il y a pas mal d'inquiétudes dans le milieu de la production cinématographique. Je vais vous donner un chiffre. Là, 75% des productions réalisées au Canada, ce sont des productions américaines. Mais on sait que le président aime beaucoup le déficit. N'aime pas les déficits commerciaux. Là. Lui, il va avoir, peut-être lui rappeler qu'en 2023, l'industrie du cinéma a fait rentrer beaucoup plus d'argent aux États-Unis qu'il en est sorti. On parle d'un excédent commercial de 21 milliards de dollars juste pour l'année 2023. OK, ça va probablement, ou peut-être en tout cas, s'ajouter au menu des discussions entre messieurs Carney et Trump. Merci Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. Je retrouve Marie-Jeanne Dubreuil dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. Alors, justement, cette rencontre à venir entre Donald Trump et Mark Carney, c'est un peu partout dans les médias. Je le disais, Mark Carney part un peu plus tard aujourd'hui pour Washington. La rencontre, c'est demain. Oui, et il y a beaucoup de pression sur Mark Carney, alors que, comme nous le rappelle le National Post, des Canadiens l'ont élu pour faire face à Donald Trump et d'un autre côté, des entrepreneurs attendent des mesures d'aide en réponse aux tarifs. Donc, vous vous en douterez, c'est en une du National Post, c'est en une du Globe and Mail également. Parlant de Donald Trump, on peut lire à quel point sa montée au pouvoir, son style, ont eu des effets aux antipodes un peu partout dans le monde quand on regarde les résultats de certaines élections récentes. On peut penser au Canada, évidemment, plusieurs analystes qui disent que le vent a changé à partir du moment où Donald Trump a été assermenté, que les tarifs sont entrés en vigueur et que le vent a tourné peut-être pour Pierre Poilievre et les conservateurs. Mais il y a des parallèles
allait la faire en Australie parce que le Parti conservateur, qui s'appelle, le Parti libéral là-bas, était en voie de victoire, mais son chef n'a pas été capable de dissiper la perception qu'il était trop trumpien. Et ça, on en parle beaucoup dans les médias ce matin. C'est le Parti travailliste de Anthony Albanese qui a emporté le 3 mai dernier. Donc, à l'opposé, ce qui est intéressant, c'est qu'en une du Devoir, on parle de la Roumanie, où là, il y a un candidat d'extrême droite, trumpien, le trumpiste un peu, George Simeon, qui, lui, a remporté le premier tour de la présidentielle avec plus de 40% du suffrage. Et donc, ça prouve que le trumpiste, lui, gagne du terrain en Europe de l'Est. George Simeon qui va affronter au second tour, qui est prévu le 18 mai prochain, le maire de Bucarest, qui, lui, est plus centriste, Nicuzor Dan. Donc, ce sera à surveiller. Et toujours à l'international, on parle évidemment de cette attaque menée sur l'aéroport de Tel Aviv, là, dans le National Post notamment, là, les rebelles du Yémen qui revendiquent l'attaque et Israël qui dit vouloir prendre sa revanche. L'avenir de certaines résidences pour aînés, des RPA, sera en péril au Québec. Oui, et c'est en une du Devoir. En fait, ce sera en raison de la fin d'un programme d'aide financière de Québec qui visait à permettre à des résidences privées pour aînés de moins de 250 unités d'habitation de faire des travaux pour maintenir leur police d'assurance et leur certification. On compte quand même 1200 établissements de ce genre au Québec. Et là, le 31 mars dernier, le programme d'aide a été conclu par Québec parce qu'apparemment qu'il était peu utilisé, selon le ministère des Aînés. Mais là, de mettre fin à ce programme-là, ça pourrait menacer l'avenir de certaines RPA, selon le Regroupement québécois des résidences pour aînés. Là, notamment, il y a des exigences de la part de Québec qui ne pourraient pas être rencontrées, donc des petits établissements qui pourraient devoir fermer, dont un projet du côté de Québec. Là, c'est du moins ce qu'on peut lire dans le Devoir ce matin. Et différents médias nous amènent sur la route. Oui, le Journal de Montréal, d'abord, nous amène sur la route via un autobus scolaire. En fait, c'est un dossier là, qu'ils font depuis quelques jours sur le transport scolaire. Et aujourd'hui, on parle du travail de longue haleine des chauffeurs d'autobus qui doivent faire preuve de beaucoup de patience avec les enfants. Là, la journaliste qui a suivi une chauffeuse d'autobus qui a dû dire à peu près 15-16 fois là, « on reste assis » pendant la route d'autobus. On parle aussi de la dure réalité de devoir se faire remplacer pour les chauffeurs d'autobus. Les remplaçants qui, eux, n'ont pas accès à un GPS, ne connaissent pas la route et donc souvent se font aider par les enfants à savoir c'est quoi le prochain arrêt. Assez particulier comme réalité. Dans la Presse Plus, on parle du métier d'ambulancier à Montréal qui s'est complexifié avec l'augmentation des chantiers de construction. On peut peut-être appliquer la réalité dans d'autres grandes villes, on s'en doute. Et dans le Devoir, on pose la question, les cyclistes, est-ce qu'ils doivent payer pour mériter une légitimité? Et là, le Devoir qui prend l'exemple de l'Oregon, on a ajouté une taxe spéciale pour l'achat d'un vélo dans cet État américain-là pour diminuer l'opposition à la bicyclette. Alors, c'est pas l'État le plus conservateur ni le plus pro-vélo et pourtant, il y a cette demande-là à ce qu'on fasse payer les cyclistes. La plupart des cyclistes sont aussi automobilistes, nous rappelle Vélo-Québec pourtant, et donc paient déjà pour un permis de conduire pour la plupart d'entre eux. Donc, il ne faut pas nécessairement opposer cyclistes versus automobilistes selon Vélo-Québec. Mais bref, une réflexion intéressante parce que il y en a beaucoup là, qui disent, si les cyclistes veulent avoir un droit de vote, il faut qu'ils payent en conséquence. Est-ce qu'ils payent déjà? C'est ce que soulève le Devoir dans ce dossier-là. Il n'y a pas vraiment de solution, mais au moins des belles pistes de réflexion. Merci Marie-Jeanne. Bonne journée. Bonne journée. Jean-Philippe Robillard se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Vous allez nous parler ce matin de consignation. Oui. Vous nous en aviez parlé quand il y a eu des problèmes pour l'organisme, un problème pour construire effectivement des centres pour justement la consigne. Et puis là, l'organisme a trouvé un nouveau partenaire financier et il y a un 200 millions de dollars je dirais, entre guillemets, qui vient d'apparaître pour la construction, justement, de sites pour la consigne. Oui, effectivement. Et les travaux ont vraiment recommencé, Mathieu. Il y a 5 nouveaux chantiers qui ont été lancés récemment, alors que Consigne Action avait tout mis sur pause là, depuis plusieurs mois, en fait, depuis le mois de décembre, par manque de financement en raison de l'enquête administrative qui avait été ordonnée par le gouvernement du Québec. Alors donc, Consigne Action, l'organisme, a finalement relancé les travaux de construction et d'aménagement de ces lieux de dépôt pour les contenants consignés,
Pourquoi? Parce que l'organisme a trouvé un nouveau partenaire financier pour assurer le développement de son réseau. Et selon le PDG de Consigne Action, Normand Bisson, à qui j'ai parlé récemment, l'accord, là, vraiment, Mathieu, qui est sur le point de conclure, porte sur des dizaines de millions de dollars. On a reçu une offre de cette institution financière-là, sauf que, bien sûr, il y a tellement de détails à régler avant de conclure une entente de plusieurs dizaines de millions comme ça. Maintenant, ce qui nous permet à très court terme de redémarrer les chantiers, c'est cette autre entente-là qu'on est en train de compléter avec le nouveau partenaire financier. Alors, on ne connaît pas l'identité de ce nouveau partenaire financier pour le moment, mais je vous rappelle que les banquiers de la BMO avaient suspendu, c'est en novembre ou en décembre, le financement du projet là, qui est évalué, vous l'avez dit, à 200 millions de dollars, quand le gouvernement a demandé l'enquête parce qu'il craignait qu'éventuellement, le gouvernement n'écarte Consigne Action de la gestion du système de consigne là, au Québec. Là. Donc, les travaux pourront reprendre grâce à cette entente-là, mais est-ce que l'enquête administrative dont vous nous parliez se poursuit? Oui, et d'ailleurs, il y a un rapport final qui doit être déposé prochainement, mais selon des conclusions préliminaires, selon ce que nous a dit le cabinet du ministre de l'Environnement, Benoît Charette, Mathieu, Consigne Action va continuer de gérer le système de consigne au Québec, malgré, selon le cabinet, des manquements potentiels à la réglementation. Et il faut dire que les défis pour l'organisme sont grands. Oui, ils sont grands parce que, bon, il y a eu la pause pendant un certain moment, donc l'organisme Consigne Action va devoir accélérer la cadence des travaux de construction et d'aménagement au cours des prochains mois si l'organisme veut atteindre les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement du Québec. Jusqu'à présent, il y a seulement 49 lieux de retour qui ont été ouverts et le gouvernement, Mathieu, veut qu'il y en ait 2 fois plus pour le mois de septembre. Et pour y parvenir, là, selon les calculs que j'ai effectués, il faudrait que Consigne Action en ouvre au moins 3 par semaine d'ici le mois de septembre. C'est considérable, c'est beaucoup. D'ailleurs, le grand patron de Consigne Action, Normand Bisson, doute que son organisme y parvienne. Ça va être difficile d'arriver à l'objectif de 100 lieux de retour pour le 1er septembre puisqu'on ne pouvait pas démarrer de nouveaux chantiers à cause de la situation qui prévalait. Maintenant, on est en mesure de redémarrer. On va évidemment faire tout ce qu'on peut pour être le plus proche possible de cette cible-là. Alors, mais de toute évidence, ça va être difficile pour eux. Et pour s'assurer justement que le réseau là, Consigne Action voit le jour comme prévu pour mars 2027, vous savez, Mathieu, quand les bouteilles de vin au Québec seront également consignées, donc le gouvernement qui a imposé des échéances à l'organisme. Là, à terme, il y aurait donc 400 lieux de retour Consigne Action. Il y en aurait également 800 chez les détaillants, dont chez les épiciers. Je vous rappelle qu'il y a plus d'1 milliard de contenants qui sont maintenant consignés au Québec. Là. Oui, ça fait beaucoup et ça prend effectivement des lieux pour qu'on puisse rapporter tout ça. Mais là, en tout cas, la construction de ces lieux va reprendre. C'est ce que vous nous apprenez ce matin. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. D'ailleurs, vous pouvez lire l'article de Jean-Philippe Robillard ce matin. C'est disponible sur notre site Internet. Sinon, aujourd'hui, bien évidemment, plus tard, on va suivre Mark Carney qui va se rendre à Washington. Le premier ministre canadien doit rencontrer Donald Trump demain. Début du conclave également, ce sera surveillé cette semaine au Vatican. Ça va être à partir de mercredi. Et puis, il y aura aujourd'hui au Québec l'enquête du coroner à la suite du décès de Normand Meunier. Une histoire que nous avait racontée mon collègue David Gentile, un homme qui est mort après d'atroces plaies de lit développé à l'hôpital. Donc, une enquête publique du coroner sur le décès de cet homme-là qui commence aujourd'hui. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Vous enseignez au primaire, au secondaire ou en adaptation scolaire et vous souhaitez travailler au cœur de Montréal? Explorez toutes les possibilités dans les écoles du Centre de services scolaires de Montréal au cssdm.ca/emploi. Bonne écoute!